Voilà, et puis donc des personnes, de nouvelles personnes que je ne connaissais pas, M. Capot, j'ai été content de faire votre connaissance. Et puis M. Vaquemar qui est là, qui lui est plutôt du Tarn-et-Garonne, qui lui est un monsieur qui fait du cinéma, là où le cinéma n'existe pas. Voilà, du cinéma itinérant, hein, si on peut dire. Voilà. Et les explications que va nous fournir René Dreuil, hein, qui va nous présenter un petit peu cette histoire de la photo. Allez, on le remercie d'avance. Bon, donc j'ai pas de micro, mais l'anglais, les autres sont en anglais. Alors, donc, dès tout début, là, vous avez le trio de tête que tout le monde connaît, Niepce, Daguerre, Talbot, hein, Talbot qui est l'anglais, hein. Les autres sont les Français, avec des gens moins connus comme Poitevin, mais très important, puisque Ducos a travaillé tout à fait avec Poitevin là-dessus, Nadar, que tout le monde connaît, je vais me perdre un petit peu. Donc nous ne savons pas grand-chose sur ses débuts. Il avait étudié la physique, le dessin, la musique. Il a été professeur de piano et concertiste. C'était son unique gagne-pain d'ailleurs. Pour le reste, c'était son frère Alcide, magistrat, qui assumait, mais qui suivait aussi ses expériences au jour le jour. Nous pouvons donc lui faire confiance lorsqu'il avoue que son frère est complètement étranger à la pratique de la photographie qui commence à se répandre. Et s'il y a une petite roue qui sélectionne les rayons lumineux qui viennent d'un paysage bien ensoleillé, sur le mur en face, vous avez une image qui se projette, et il suffit de dessiner cette image, et on a le dessin vraiment exact du paysage. Photo, alors ça c'est lui comme l'inventeur de la photographie. Il est né en 1765, c'est pas hier, hein, donc sous le règne de Louis XV, à Chalon-sur-Saône, dans une riche famille bourguignonne. Il fréquente les gens de lettres et les artistes de son époque. À partir de 1854, il commence à les photographier. Il reçoit et travaille dans un pavillon mansardé de la rue Saint-Lazare, ou plus exactement dans son jardin, abondamment tout ce qui est nouveau. Très vite, comme les aérostats. Alors pour de bon, hein, vraiment, il est un des premiers à faire la montgolfière. En 1858, il s'offre un coup de pub, c'est comme ça que je l'appelle, énorme, en réalisant, paraît-il, la première photo aérienne prise d'un ballon au-dessus du Petit Clamart. Alors chaque étape, et ça va être bien pratique. C'est Haussmann. Oui, alors on croit. Qui a inventé le celluloïd? La question est litigieuse car elle a donné lieu à des procès voilà, entre Haussmann et d'autres sociétés. Il semble que les recherches sur le nitrate de cellulose, c'était le nom de la première matière, étaient anciennes et que c'est aux États-Unis qu'Alexandre Park le mit au point et le commercialisa en 1872 sous l'appellation celluloïd. Ce qui explique que l'on ait pu fabriquer à Paris vers 1883, donc quelques années après, hein, le premier appareil à rouleau. J'ai retrouvé cette image-là. Ça, c'est un appareil, alors fabriqué à Paris, hein, avec un film rouleau celluloïd qui venait des États-Unis. Hein. Et donc, c'est pas Eastman qui l'a introduit, comme on sait, en 85. Hein. Officiellement, dans le livre d'histoire, on trouve que c'est Georges Eastman qui, avec sa société, a inventé ça et l'a introduit en 1885. Non, eh bien, déjà en 83 à Paris, on fabriquait cet appareil, et puis ça faisait quelques années que le film en rouleau existait. Donc, il était peut-être convaincu sincèrement, Eastman, que l'invention appartenait à sa société. Se développe beaucoup de ce type d'appareil, de type Foldy. Hein. Compact, à la fois replié, ce que je vous ai dit. Et on peut travailler donc avec du film en rouleau. Alors, à plaque aussi, et puis après à rouleau. Et certains qui faisaient les deux, à plaque ou à rouleau. Mais sa démarche n'est que scientifique. Hein. Et il est clair que des années, pendant 40 ans, hein, 67 à 1907, il consacre sa vie à la couleur, aux recherches sur la couleur, et presque uniquement à la couleur. Bon, il inventera quelques petits trucs enfin, qui sont sans importance à côté. Si, le relief par anaglyphe, hein, j'en parlerai aussi plus tard. Donc on a des images là. Alors il aurait pu s'intéresser à ce type d'appareil,
lui qui avait inventé un objectif pour prendre des panoramiques. Ça, ce sont des appareils. Quand on parle d'un inventeur de la photo, on ne peut que parler de technique. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, Président, maintenant? Merci. Merci René. C'est très bien. Et maintenant, C'est fini? Oui, terminé. Avant de pouvoir regarder les photos prises, deux séries d'opérations sont nécessaires. La première, le développement, permet d'obtenir une image négative. La seconde, le tirage, permet de tirer de cette image négative des épreuves sur papier. Suivant le film que l'on veut développer, on utilise des cuves de formes différentes. Cette grande cuve servira au développement des plaques photographiques, la petite est une cuve à pellicule. Le développement des surfaces sensibles, film ou plaques, a lieu suivant le même procédé, et dans ce cas précis, en même temps. On emploie un spécial appelé révélateur. Celui-ci fait apparaître l'image. Le moulin de Puy, vous connaissez peut-être, c'est à côté de l'Irak. C'est un des moulins que le Conseil général a rénové au début des années 2000. Et donc en fait, quand on met une pause trop longue, là c'est une pause d'à peu près une trentaine de minutes, on voit que le filet des étoiles, c'est-à-dire qu'en fait les étoiles bougeant en fait autour de l'axe polaire, autour de l'axe de rotation de la Terre, et bien, si la pause est trop longue, on finit par avoir... Alors le pôle il est pile dans le... C'est fait exprès. À la pointe. C'est fait exprès. Et tu le savais, tu as Oui, déjà repéré, c'était calculé pour ça. En fait, c'est magnifique. Hein. l'avantage de l'hémisphère nord, c'est qu'en fait, le pôle nord céleste est repéré par l'étoile polaire, quasiment. Il y a un petit, on le voit, elle est là, hein, l'étoile polaire. On voit, il y a un léger filet, donc elle n'est pas pile sur le pôle nord. J'ai fait souvent la reconnaître. Mais enfin, elle n'est pas loin. En fait, vous repérez la grande ours avec la fameuse casserole qui est très facile à reconnaître. Hein, c'est un des grands symboles, des étoiles qui sont faciles à reconnaître. Vous prolongez le bord de la casserole de 7 fois la distance et vous tombez sur la polaire, qui est un peu la seule étoile brillante dans le coin. C'est que là, dans l'hémisphère, j'avais essayé d'être très propre. Donc là, on ne voit pas de trou. Montpezat. Montpezat, oui, c'est celui qui est au bord du Lot là. Donc on reconnaît la polaire qui est là. Ça fait combien de pauses Là, il y a pas loin d'une heure, je crois. J'y étais resté. Une heure. Et ça représente combien d'images? Donc en fait, si je fais des pauses de 30 secondes, je suis multiplié, alors ça fait 120 photos. Alors après, avec les chronos, on peut brancher un petit chronomètre. Avant, je les faisais à la main. Maintenant, il y a des petits chronomètres électroniques qui déclenchent la pause C'est ce qu'on appelle toutes les 30 secondes. l'intervalomètre. Un intervalomètre, ouais. Alors sur les nouveaux boîtiers, je parle sous contrôle, maintenant c'est même carrément dans le boîtier. Voilà. Alors la difficulté que moi j'ai, c'est que je prends du vieux matériel électronique, au niveau de mes appareils photo, parce qu'en fait les appareils photo modernes ont beaucoup de pixels, alors que la plaque n'est pas plus grande, hein, je suis en APS-C, donc c'est un peu en dessous du format 36 mm qu'on connaissait avant. Et le problème c'est que plus les pixels sont petits, moins ils captent de lumière. Donc en astronomie, on aime bien en fait les premiers modèles d'appareils photo, parce qu'en fait les photosites sont gros, donc il y a 10 millions de pixels sur la même surface, alors que maintenant on a 30 millions de pixels, donc on a des photosites qui sont 3 fois plus gros et donc qui sont plus sensibles à la lumière. Donc là je suis sur un 1000D, donc un 1000D ils sont sortis il y a pas loin de 10 ans maintenant, même plus de 10 ans je crois, 10-12 ans. C'est encore un 1000D avec lequel je travaille. Et alors moi j'avais pas commencé à l'époque, mais ceux avec qui je discute, ils ont même encore des 300D, donc c'est encore plus anciens, avec lesquels ils travaillent régulièrement, parce qu'on a la grosseur des grains qu'on n'a plus avec les appareils actuels. En fait on a 3 planètes, deux planètes, donc Vénus ici, Jupiter là, et la Lune ici. Et c'est vrai qu'après, avec un premier plan terrestre, on arrive à faire, là c'est Jupiter enfin Vénus là et Jupiter ici. On arrive en fait à fixer avec des temps de pause qui sont assez courts, c'est des objets qui sont quand même assez lumineux. On arrive en fait à faire des pauses de 2 secondes, ça suffit pour pouvoir avoir ce style d'image. Là c'est à Sainte-Mère, quand vous descendez vers les tours, vous avez la Lune avec sa lumière cendrée, on reviendra tout à l'heure, c'est la Lune, il y a, disons quelques jours avant la nouvelle Lune, vous arrivez à voir l'image entière du disque et le croissant très, très lumineux. En fait, c'est la pleine Terre alors que c'est quasiment la nouvelle Lune. Et c'est la lumière de la pleine Terre qui se reflète sur la Lune et qui elle-même se reflète à nouveau sur la Terre. Vous avez plusieurs allers-retours, bien la ligne terminale. Et on voit bien la lumière cendrée malgré tout. On arrive